Le sang du lynx roux ruisselait sur l'asphalte détrempé, tandis que ses yeux dorés fixaient Marc avec une intensité qui défiait toute logique sauvage. Au lieu de la peur ou de l'agressivité attendue, ce regard portait une supplication silencieuse qui allait bouleverser à jamais les certitudes du garde forestier. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde tu nous regardes. Allons-y. La pluie tombait sans relâche sur les routes désertes du parc national des Cévennes, transformant l'asphalte en miroir luisant qui reflétait les phares des rares véhicules osant s'aventurer dans cette tempête. C'était une de ces nuits où la nature semblait rappeler à l'homme sa place dans l'ordre des choses. Une nuit où même les créatures les plus sauvages cherchaient refuge. Marc Lefebvre serra le volant de son 4x4 de service, plissant les yeux pour distinguer la route à travers le rideau de pluie qui s'abattait sur son pare-brise. À 42 ans, ce garde forestier aguerri connaissait chaque sentier, chaque ruisseau, chaque falaise de ce territoire sauvage qu'il protégeait depuis plus de 15 ans. Mais ce soir-là, même lui se sentait vulnérable face aux éléments déchaînés. Un éclair déchira soudain le ciel nocturne, illuminant brièvement la forêt dense qui bordait la route. Et c'est là qu'il le vit. Un éclair de fourrure rousse, immobile au milieu de la chaussée. Marc freina brusquement, son véhicule dérapant légèrement sur la surface trempée avant de s'immobiliser à quelques mètres de la silhouette. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, incrédule. Là, figé dans le faisceau de ses phares, se tenait un magnifique lynx boréal, une créature que Marc n'avait observée qu'une poignée de fois durant toute sa carrière, tant ces félins étaient devenus rares dans la région. Celui-ci semblait étrangement calme, presque résigné, ses yeux dorés reflétant la lumière des phares avec une intensité hypnotique. Marc coupa le moteur et attrapa sa radio. « Centrale, ici Lefebvre. J'ai un lynx adulte immobilisé sur la D48 au niveau du col de la Serrérède. Je vais tenter une approche pour évaluation. Reçu Lefebvre. Soyez prudent. Confirmez votre position dans 10 minutes ou nous envoyons du renfort. » grésilla la voix de Sandrine, l'opératrice de nuit. Marc enfila son imperméable et saisit sa lampe torche avant de sortir du véhicule. La pluie le fouetta immédiatement, trempant son visage et ruisselant dans son cou malgré sa capuche. Il s'avança lentement, gardant ses mouvements fluides et prévisibles. À sa grande surprise, le lynx ne bougea pas. C'était contraire à tout ce qu'il savait de ces animaux normalement si farouches, si invisibles. Quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon beau ?» murmura Marc, s'approchant prudemment. À 5 mètres de distance, il comprit. Le lynx était blessé. Une large entaille barrait son flanc droit, le sang se diluant dans l'eau de pluie qui coulait sur son pelage moucheté. Mais ce n'était pas tout. L'animal haletait, sa respiration laborieuse créant de petits nuages de vapeur dans l'air froid. Ses yeux, bien que vifs, trahissaient une immense fatigue. Instinctivement, Marc sut qu'il avait affaire à une urgence. Ce prédateur magnifique était au bout de ses forces, probablement victime d'un braconnier ou d'un accident avec un véhicule. Dans son état normal, jamais il n'aurait toléré la présence humaine. Marc s'accroupit lentement, tentant de paraître moins menaçant. « Je vais t'aider », dit-il doucement, sachant pertinemment que le félin ne comprenait pas ses paroles, mais espérant que le ton apaisant de sa voix transmettrait ses intentions. À sa grande stupéfaction, le lynx fit un pas chancelant vers lui, puis un autre. Marc resta parfaitement immobile, son cœur battant la chamade. Un animal sauvage blessé était imprévisible, potentiellement dangereux. Ses griffes et ses crocs pouvaient infliger des blessures sérieuses, même dans cet état affaibli. Pourtant, quelque chose dans le regard de ce lynx, une intelligence, une résignation peut-être, suggérait qu'il avait compris que Marc représentait sa seule chance de survie. Quand l'animal ne fut plus qu'à 1 mètre de lui,
Marc tendit très lentement sa main gantée, paume vers le haut, dans un geste universel de paix. Ce qui se passa ensuite défierait à jamais sa compréhension du monde sauvage. Le lynx, cette créature farouche et indépendante, tendit sa patte avant et la posa délicatement sur la main de Marc. Le temps sembla s'arrêter. La pluie, le vent, le grondement lointain du tonnerre, tout disparut. Il ne restait que cet instant suspendu, cette connexion improbable entre l'homme et la bête. Marc sentit une émotion indescriptible l'envahir, un mélange de respect, d'humilité et d'émerveillement. Le moment fut brisé par l'approche de phares au loin. Le lynx tressaillit, mais ne s'enfuit pas. Au contraire, il s'affaissa légèrement, comme si ce bref contact lui avait coûté ses dernières forces. Le véhicule qui approchait était une ambulance vétérinaire, ses gyrophares perçant l'obscurité pluvieuse. Marc l'avait appelé avant même de sortir de son 4x4, pressentant que la situation nécessiterait une intervention professionnelle. « Marc !» s'écria Sophie Mercier en descendant précipitamment du véhicule, sa blouse blanche déjà trempée. « Tu vas bien ? On m'a dit que tu avais trouvé un lynx blessé et je... » Elle s'interrompit net, en voyant la scène devant elle. Marc accroupi sous la pluie battante, sa main touchant la patte d'un lynx adulte qui, contre toute attente, ne montrait aucun signe d'agressivité. « Mon Dieu !» souffla-t-elle. « C'est extraordinaire. »« Il est gravement blessé, » répondit Marc sans quitter le félin des yeux. « Je crois qu'il a été pris dans un piège. Il y a une profonde entaille sur son flanc droit. » Sophie s'approcha lentement, son regard professionnel évaluant déjà l'état de l'animal. « Il est en état de choc, » confirma-t-elle. « Probablement hypothermique aussi, avec cette pluie. Il faut agir vite. » Avec une coordination silencieuse née de nombreuses interventions communes, Marc et Sophie préparèrent une civière et une cage de transport. Le plus délicat serait de déplacer l'animal sans aggraver ses blessures ni provoquer une réaction défensive. « Je vais devoir le sédater », murmura Sophie en préparant une seringue. Même dans cet état, il pourrait devenir dangereux pendant le transport. Marc acquiesça, mais une partie de lui ressentait une étrange tristesse à l'idée de rompre cette connexion inexplicable. Comme s'il lisait dans ses pensées, le lynx posa à nouveau son regard doré sur lui. Un regard empreint d'une sagesse ancestrale, dénué de peur ou d'hostilité. « C'est pour ton bien », chuchota Marc, alors que Sophie s'approchait avec la seringue. L'injection fut rapide et précise. Le puissant félin ne résista pas, ses yeux restant fixés sur Marc jusqu'à ce que les sédatifs fassent effet. Puis, avec d'infinies précautions, ils le soulevèrent sur la civière et le placèrent dans la cage spécialement aménagée à l'arrière de l'ambulance vétérinaire. « Je te retrouve à la clinique », dit Sophie en refermant les portes arrière. « Il va falloir l'opérer immédiatement. » Marc hocha la tête, trempé jusqu'aux os mais indifférent à son inconfort. Alors que Sophie démarrait en trombe, il resta un moment immobile sous la pluie, contemplant sa main qui, quelques instants plus tôt, avait été touchée par une créature que la plupart des habitants de la région n'apercevraient jamais de leur vie. En regagnant son véhicule, Marc savait qu'il venait de vivre quelque chose d'exceptionnel, un de ces moments rares où la frontière entre le monde des hommes et celui des bêtes s'estompe, révélant une vérité plus profonde sur notre place dans l'ordre naturel. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette rencontre sous la pluie battante n'était que le début d'une histoire bien plus extraordinaire. La route jusqu'à la clinique vétérinaire de Saint-Jean-du-Gard semblait interminable. Marc suivait les feux arrière de l'ambulance, son esprit rejoignant sans cesse la scène surréaliste qui venait de se dérouler. En 15 ans de service, il avait secouru des dizaines d'animaux sauvages, des chevreuils, des sangliers, même un jeune loup une fois. Mais jamais il n'avait vécu une telle connexion, un tel moment de compréhension mutuelle avec une créature sauvage. Le lynx boréal, ce fantôme des forêts européennes,
Ce prédateur solitaire et insaisissable avait choisi de lui faire confiance. Cette pensée le submergea d'une émotion qu'il peinait à définir. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la clinique, une équipe était déjà prête à intervenir. La petite structure, spécialisée dans la faune sauvage, était l'une des rares du département équipée pour traiter des prédateurs. Mark aida à transporter la cage à l'intérieur, puis fut relégué à la salle d'attente pendant que Sophie et son équipe emmenaient le lynx au bloc opératoire. Les minutes s'étirèrent en heures. Mark, assis sur une chaise inconfortable, fixait la porte menant au bloc sans vraiment la voir. Il repensait à ses yeux dorés, à cette patte posée sur sa main avec une délicatesse presque humaine. Qu'est-ce qui avait poussé ce prédateur normalement si méfiant à rechercher l'aide d'un homme? Était-ce simplement l'instinct de survie ou quelque chose de plus profond? Mark? La voix de Sophie le tira de ses réflexions. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, son masque chirurgical baissé sous le menton, les traits tirés par la fatigue, mais les yeux brillants. « Il va s'en sortir », annonça-t-elle avec un sourire épuisé. « Ça n'a pas été facile, mais il est solide. » Mark se leva d'un bond, le soulagement se répandant comme une vague chaude dans tout son corps. « Je peux le voir ?» « Brièvement », répondit Sophie en lui faisant signe de la suivre. « Il est encore sous anesthésie et restera dans un état critique pendant les prochaines 24 heures. » Ils traversèrent un couloir au mur d'un vert pâle avant d'entrer dans une salle de soins intensifs spécialement aménagée pour les grands mammifères. Là, sur une table médicale adaptée, reposait le lynx. Des moniteurs affichaient ses constantes vitales et plusieurs perfusions étaient reliées à son corps immobile. Son flanc droit, désormais rasé et suturé, révélait toute l'étendue de sa blessure. « C'est pire que ce que je pensais », murmura Mark en s'approchant lentement. Sophie hocha gravement la tête. « Ce n'est pas un accident. Cette blessure a été causée par une arme blanche, probablement un couteau de chasse. Quelqu'un a délibérément tenté de tuer ce lynx. » La colère monta en Mark, froide et implacable. Le braconnage était un fléau contre lequel il luttait quotidiennement, mais s'attaquer ainsi à une espèce protégée, à un animal aussi rare et précieux qu'un lynx boréal, c'était impardonnable. « Il y a autre chose », continua Sophie en soulevant délicatement la patte avant gauche du félin. « Regarde. » Mark se pencha et vit une vieille cicatrice circulaire autour du poignet de l'animal, comme si un lien trop serré avait entamé la chair et le poil n'avait jamais complètement repoussé. « Il a été captif », conclut-il, stupéfait. « Très probablement, et pas dans de bonnes conditions. » Sophie caressa doucement la tête du lynx endormi, ce qui expliquerait son comportement atypique envers les humains. Il n'est pas totalement sauvage. Un animal de contrebande qui se serait échappé? Possible. Le trafic d'espèces protégées est lucratif. Certains collectionneurs paieraient une fortune pour avoir un lynx comme animal de compagnie. Mark sentit son cœur se serrer à cette pensée. Un prédateur né, confiné dans une cage ou attaché comme un vulgaire trophée vivant. Puis pourchassé et poignardé lorsqu'il avait finalement réussi à s'échapper. Quelle cruauté! On va le soigner, dit-il avec une détermination nouvelle. Et je vais trouver qui lui a fait ça. Sophie lui lança un regard inquiet. « Mark, ce n'est pas ton rôle de... »« Si, » l'interrompit-il fermement, « c'est exactement mon rôle. Protéger la faune du parc, c'est ma mission. Et celui qui a fait ça... » Il ne termina pas sa phrase, mais la lueur dans ses yeux parlait pour lui. Un léger mouvement attira leur attention. Le lynx commençait à émerger de l'anesthésie, ses paupières frémissant légèrement. « Il se réveille plus vite que prévu », s'étonna Sophie. « Il va falloir que tu sortes, Mark. Un prédateur qui reprend conscience dans un environnement inconnu peut être extrêmement dangereux. » Mais Mark resta immobile, son regard fixé sur les yeux du félin qui s'ouvraient lentement. Ses yeux dorés, semblables à des ambres liquides, se posèrent immédiatement sur lui, avec la même intensité troublante que sur la route pluvieuse.
Il me reconnaît, murmura Marc, incrédule. Sophie s'apprêtait à protester, à insister sur les protocoles de sécurité, mais les mots moururent sur ses lèvres en voyant ce qui se passait. Le lynx, bien que visiblement encore groggy, avait légèrement relevé la tête pour mieux voir Marc. Et contrairement à toutes les attentes, aucune agressivité ne se lisait dans son regard ou sa posture. « C'est inhabituel », admit-elle, manifestement troublée. Marc s'approcha lentement de la table et, suivant une impulsion qu'il ne s'expliquait pas lui-même, tendit sa main vers le félin. Sophie retint son souffle, prête à intervenir en cas d'attaque, mais le lynx se contenta de renifler les doigts de Marc, puis, dans un geste qui les stupéfia tous les deux, frotta légèrement sa joue contre cette main offerte, dans un comportement typiquement félin de reconnaissance et d'acceptation. « Mon Dieu !» souffla Sophie. « En 20 ans de médecine vétérinaire, je n'ai jamais rien vu de pareil. » Marc ne répondit pas tout de suite, trop absorbé par ce moment surréaliste. Il sentait sous ses doigts la fourrure rêche et chaude, percevait le léger ronronnement qui vibrait dans la gorge du lynx. Ce n'était pas un comportement sauvage, mais ce n'était pas non plus celui d'un animal domestique ordinaire. C'était quelque chose d'autre, une forme de communication interespèce qui défiait toute explication rationnelle. « Il a un nom ?» demanda-t-il finalement, sans quitter des yeux le regard hypnotique du félin. Sophie parut surprise par la question. « Non, c'est un animal sauvage, pas un... »« Lux », décida Marc. « Il s'appellera Lux. »« Lux » répéta Sophie, intriguée par ce choix. « Comme la lumière en latin, parce que quand je l'ai trouvé dans l'obscurité et la tempête, ses yeux brillaient comme deux petites étoiles. » Un sourire adoucit les traits fatigués de Sophie. Elle avait toujours apprécié la sensibilité que Marc cachait sous ses airs de garde forestier bourru. Lux donc, ça lui va bien. Le lynx, comme s'il approuvait ce baptême improvisé, ferma lentement les yeux et reposa sa tête sur la table médicale, vaincu par la fatigue et les médicaments. « Il a besoin de repos maintenant, » dit doucement Sophie. « Et toi aussi d'ailleurs. Tu es trempé et épuisé. » Marc réalisa soudain qu'il était effectivement frigorifié, ses vêtements encore humides de la pluie torrentielle. Il n'avait pas pensé à se changer, trop préoccupé par l'état du lynx. « Tu peux utiliser la douche du personnel, » proposa Sophie. « J'ai probablement des vêtements de rechange qui appartenaient à mon ex. Il devrait aller à peu près. »« Merci, » accepta Marc, réalisant combien il était effectivement épuisé. « Mais je reviens demain à la première heure. »« Je n'en doute pas, » sourit Sophie. « De toute façon, je vais passer la nuit ici pour surveiller ces constantes. Ce n'est pas tous les jours qu'on opère un lynx boréal. » 1 heure plus tard, douché et vêtu d'habits secs, Marc s'apprêtait à partir. Il passa une dernière fois voir Lux qui dormait paisiblement, sa respiration plus régulière. « Prends soin de lui, » dit-il à Sophie qui vérifiait les perfusions. « Comme de la prunelle de mes yeux, » promit-elle. Mais Marc, elle hésita, cherchant ses mots. « Ne te fais pas trop d'illusions. Même s'il montre un comportement inhabituel, il reste un animal sauvage. Son instinct naturel est de retourner dans la forêt, pas de... »« Je sais, » l'interrompit gentiment Marc. « Je ne cherche pas à l'apprivoiser. Je veux juste m'assurer qu'il puisse retourner à la vie à laquelle il est destiné, libre. » Sur le chemin du retour vers son petit chalet de service niché à la lisière du parc national, Marc ne pouvait s'empêcher de repenser à cette connexion inexplicable avec Lux. Il avait toujours eu une affinité particulière avec les animaux, un don pour comprendre leur comportement et anticiper leurs réactions. C'est ce qui faisait de lui un excellent garde forestier. Mais ce qu'il avait vécu ce soir dépassait tout ce qu'il avait connu auparavant. Ce lynx avait délibérément cherché son aide, avait établi un contact, une communication. Pourquoi? Comment? Et surtout, qui avait tenté de le tuer et pourquoi? Ces questions tournaient dans son esprit alors qu'il se préparait pour la nuit. Sur son bureau s'empilaient des rapports concernant des activités suspectes dans le parc ces derniers mois.
Braconnage, pièges illégaux, témoignages de randonneurs ayant aperçu des individus armés en dehors des périodes de chasse réglementées. Marc avait signalé ces incidents, mais les moyens limités de l'Office national des forêts et la vastitude du territoire rendaient les investigations difficiles. Cette fois, c'était différent. Cette fois, il avait une victime bien réelle, un témoignage sanglant de la cruauté humaine, et étrangement, un allié inattendu en la personne de ce prédateur blessé. Avant de se coucher, Marc envoya un message à son supérieur hiérarchique, expliquant brièvement la situation et demandant l'autorisation d'ouvrir une enquête approfondie sur ce cas de braconnage. Il joignit les photos de la blessure de Lux, prise par Sophie pour le dossier médical, ainsi que celle de la vieille cicatrice indiquant une captivité antérieure. Cette nuit-là, Marc s'endormit avec la ferme intention de faire justice, non seulement pour Lux, mais pour tous les animaux victimes de la cupidité et de la cruauté humaine. À son réveil, quelques heures plus tard, une réponse l'attendait déjà sur son téléphone. Son supérieur non seulement approuvait l'enquête, mais lui adjoignait les services de Thomas Roussel, un agent spécialisé dans les affaires de trafic d'espèces protégées. On dirait que ton lynx a attiré l'attention des hautes sphères, concluait le message. Roussel arrive de Paris demain. Apparemment, ton cas pourrait être lié à un réseau qu'il surveille depuis des mois. Marc sentit une pointe d'excitation. Enfin, on prenait ses affaires au sérieux. Il se prépara rapidement, impatient de retourner à la clinique voir comment Lux avait passé la nuit. Dehors, le ciel s'était dégagé après la tempête de la veille. Les rayons du soleil levant filtraient à travers les branches des pins, illuminant les gouttes de pluie qui s'y accrochaient encore comme autant de minuscules diamants. L'air vif et pur des montagnes emplissait ses poumons alors qu'il montait dans son véhicule de service. Une nouvelle journée commençait, pleine de promesses et de mystères à résoudre. Et quelque part, dans une clinique vétérinaire, un lynx aux yeux d'or l'attendait. Lorsque Marc arriva à la clinique vétérinaire, Sophie l'attendait dans le hall d'entrée, une tasse de café à la main et des cernes marquées sous les yeux. Malgré sa fatigue évidente, son visage s'illumina d'un sourire. « Il est réveillé », annonça-t-elle sans préambule, « et il a mangé. » « Déjà ?» s'étonna Marc, agréablement surpris. Les prédateurs sauvages refusaient souvent de s'alimenter en captivité, surtout après un traumatisme. Sophie hocha la tête, manifestement aussi impressionnée que lui. Un peu de viande fraîche ce matin, il l'a prise directement de ma main sans agressivité. C'est remarquable. Elle hésita un instant avant d'ajouter « En fait, il nous a tous surpris. Dès qu'il s'est réveillé, il a cherché quelque chose du regard. Je crois qu'il te cherchait, Marc. » Le garde forestier sentit une étrange chaleur se répandre dans sa poitrine. « Je peux le voir ?»« Bien sûr, suis-moi. » Ils traversèrent la clinique jusqu'à la salle où Lux avait été installé. Ce n'était plus la salle d'opération de la veille, mais un espace plus confortable, spécialement aménagé pour les prédateurs en convalescence. Une large cage occupait la moitié de la pièce, équipée d'un sol couvert de copeaux de bois, d'une plateforme surélevée et d'un point d'eau. Lux était allongé sur la plateforme, mais dès que Marc entra, il se redressa, ses oreilles triangulaires pivotant immédiatement dans sa direction. Leurs regards se croisèrent, et Marc ressentit à nouveau cette connexion inexplicable, ce lien silencieux qui semblait transcender la barrière des espèces. « Bonjour, Lux », dit-il doucement en s'approchant de la cage. Le lynx se leva avec précaution, visiblement encore affaibli mais déterminé. Il s'approcha de la grille, ses mouvements fluides malgré la blessure, et émit un son à mi-chemin entre le ronronnement et le miaulement. « Il communique avec toi », murmura Sophie, stupéfaite. « J'ai déjà soigné des lynx auparavant. Ils sont généralement silencieux en captivité, surtout face à des humains. » Marc s'accroupit devant la cage, se mettant au niveau du félin. « Comment va-t-il ce matin »
Étonnamment bien. Ses constantes sont stables, la plaie ne montre aucun signe d'infection, et sa mobilité est meilleure que ce à quoi je m'attendais. Ce lynx a une volonté de faire. Sophie s'approcha, observant l'interaction entre l'homme et l'animal avec fascination. J'ai fait des prélèvements sanguins et des analyses plus poussées. Nous devrions avoir les résultats demain. Ils nous en diront plus sur son état général, d'éventuelles pathologies antérieures. Et sur sa captivité passée, demanda Marc, sans quitter Lux des yeux. Potentiellement oui. Certains marqueurs peuvent indiquer des carences nutritionnelles, des traitements médicamenteux, des vaccins. Marc tendit prudemment sa main vers la grille. Lux s'approcha et frotta sa tête contre les barreaux, cherchant le contact. Le garde forestier glissa délicatement ses doigts à travers la grille, caressant le front du félin qui ferma les yeux de contentement. « Incroyable !» souffla Sophie. « On dirait qu'il t'a adopté. » Marc sourit, mais son esprit était déjà ailleurs, analysant ce comportement atypique. « Tu penses qu'il a pu être imprégné, élevé par des humains dès sa naissance ?»« C'est possible, » admit Sophie. « Ce serait même l'explication la plus logique. Un lynx né en captivité, habitué au contact humain dès ses premiers jours. Mais cela n'explique pas pourquoi il a spécifiquement recherché ton aide, à toi. » Avant que Marc ne puisse répondre, la porte de la salle s'ouvrit, laissant entrer Élodie, la jeune assistante de Sophie. « Excusez-moi, » dit-elle timidement, « mais il y a un agent de l'Office français de la biodiversité qui demande à voir Monsieur Lefebvre. Il dit que c'est urgent. » Marc se releva, surpris par cette arrivée précoce. Ce doit être Roussel. Il n'était pas censé arriver que demain. Il a l'air intense, ajouta Élodie avec une légère grimace. Marc échangea un regard avec Sophie. « Je reviens tout à l'heure, » promit-il avant de se tourner vers Lux. « Repose-toi bien. » Le lynx sembla comprendre, s'allongeant à nouveau sur sa plateforme, mais gardant ses yeux dorés fixés sur Marc jusqu'à ce qu'il quitte la pièce. Dans le hall d'entrée, un homme élancé en tenue civile faisait les 100 pas. La quarantaine bien entamée, cheveux poivre et sel coupés courts, regard vif derrière des lunettes à monture fine, il dégageait cette aura particulière des agents habitués aux enquêtes de terrain. « Marc Lefebvre ?» demanda-t-il en tendant une main ferme. « Thomas Roussel, OFB, section trafic et braconnage. »« Vous avez fait vite », remarqua Marc en serrant sa main. « Votre cas a fait sonner plusieurs alarmes à Paris », répondit Roussel avec un léger sourire. « Un lynx boréal portant des traces de captivité et blessé par arme blanche. Ce n'est pas exactement courant. Vous pensez que c'est lié à une affaire plus large ?» Roussel jeta un regard circulaire au hall de la clinique. « Y a-t-il un endroit où nous pourrions parler plus discrètement ?» Marc acquiesça et le conduisit vers une petite salle de réunion que Sophie mettait parfois à disposition des propriétaires d'animaux pour discuter des traitements coûteux ou des décisions difficiles. Une fois la porte fermée, Roussel sortit une tablette de sa sacoche et l'alluma. « Depuis environ 18 mois, commença-t-il sans préambule, nous surveillons un réseau spécialisé dans le trafic d'animaux protégés européens à destination de collectionneurs privés, principalement au Moyen-Orient et en Asie. » Il fit défiler plusieurs photos sur sa tablette, des cages de transport saisies dans des aéroports, des documents falsifiés et, plus inquiétant, des animaux morts, certains naturalisés en postures agressives. « Ces gens ne se contentent pas de vendre des animaux vivants, » poursuivit Roussel, son visage s'assombrissant. « Ils fournissent aussi des trophées pour des collections privées, des prédateurs présentés comme ayant été chassés légalement. Des faux permis de chasse, devina Marc, sentant la colère monter en lui. Exactement. Et depuis quelques mois, nous avons identifié une nouvelle tendance particulièrement odieuse. » Roussel afficha une photo qui fit se serrer le cœur de Marc. Un jeune lynx empaillé, figé dans une posture d'attaque, ses crocs apparents et ses griffes déployées. Ils appellent ça des trophées d'affrontement. L'idée est de présenter l'animal comme ayant attaqué le chasseur qui aurait dû se défendre. « C'est répugnant », murmura Marc,
et très lucratif. Ces pièces se vendent jusqu'à 10 fois le prix d'un trophée classique. Le fantasme du duel mortel avec une bête sauvage. Roussel secoua la tête avec dégoût. Le problème, c'est que les lynx, comme la plupart des prédateurs, évitent généralement l'homme. Difficile de les faire passer pour des attaquants. Marc commençait à comprendre. Alors ils utilisent des animaux élevés en captivité, habitués aux humains. Précisément, des animaux qui ne fuiront pas à l'approche d'un homme, qui pourrait même s'en approcher par curiosité ou habitude. Il suffit ensuite de mettre en scène l'attaque. Roussel le regarda droit dans les yeux. C'est pour ça que votre lynx m'intéresse. Sa blessure au flanc, causée par une arme blanche, c'est la signature typique de ces faux affrontements. Une blessure censée prouver que l'animal a chargé et que le chasseur s'est défendu au couteau. Mais Lux ne les a pas attaqués, objecta Marc. Au contraire, quand je l'ai trouvé, il était totalement non agressif. Il a même cherché mon aide. Lux ? Répéta Roussel, haussant un sourcil. Marc se sentit légèrement embarrassé. C'est comme ça que je l'ai nommé, à cause de ses yeux brillants dans l'obscurité. Roussel hocha la tête, un mince sourire adoucissant brièvement ses traits sévères. Ce comportement non agressif confirme ma théorie. Votre lynx était probablement destiné à être un faux trophée, mais quelque chose s'est mal passé. Peut-être a-t-il fui avant qu'il ne puisse l'achever, ou peut-être le client a-t-il été interrompu. Vous pensez que le commanditaire est toujours dans la région? C'est probable. Ces chasses sont souvent organisées comme des safaris de luxe. Le client arrive, séjourne dans un lodge haut de gamme, et l'animal lui est présenté dans un environnement contrôlé, mais qui donne l'illusion de la wilderness. Marc réfléchit intensément. Il y a plusieurs domaines privés autour du parc national qui proposent des séjours de chasse, légaux évidemment, du moins en théorie. Vous avez des suspects en tête ? Demanda Roussel, soudain très intéressé. Marc hésita un instant. Peut-être. Il y a un nouveau domaine qui a ouvert l'année dernière, sur le versant nord, le domaine des Hauts Plateaux, propriété d'un certain Édouard Vallière, un homme d'affaires de Monaco. Très discret, très exclusif. Il propose des séjours, chasse et détente à prix d'or, mais personne ne sait vraiment ce qui s'y passe. J'ai essayé d'y faire une inspection, mais on m'a gentiment éconduit avec une histoire de propriété privée et d'autorisation judiciaire nécessaire. Roussel nota le nom sur sa tablette. Je vais creuser de ce côté. Vallière, ce nom me dit quelque chose. Et pour Lux ? Demanda Marc, préoccupé. Que va-t-il devenir ? Pour l'instant, c'est une pièce à conviction dans une enquête en cours. Il doit rester sous surveillance médicale et sécurisé. Roussel rangea sa tablette. Mais si vous voulez mon avis, ce lynx est une chance inespérée pour notre enquête. S'il a réellement été élevé par ces trafiquants, il pourrait nous conduire directement à eux. Comment ça ? Les animaux, surtout les félins, ont une mémoire olfactive exceptionnelle. Ils reconnaissent les odeurs de ceux qui les ont élevés, nourris ou maltraités. Roussel avait maintenant une lueur presque prédatrice dans le regard. Ce lynx pourrait être notre meilleur témoin. Marc fixa Roussel, intrigué par cette dernière suggestion. Vous pensez utiliser Lux comme un détecteur de trafiquants? Pas exactement, précisa l'agent. Mais sa réaction face à certaines personnes pourrait nous fournir des indices précieux. Les animaux ne mentent pas, Lefebvre. Ils ne dissimulent pas leurs émotions comme nous. Marc acquiesça lentement. Il avait déjà observé ce phénomène dans son travail. La façon dont les animaux sauvages réagissaient instinctivement à la présence de braconniers connus, même à distance. Une mémoire émotionnelle puissante, ancrée dans leur instinct de survie. Il faudrait d'abord qu'il soit suffisamment rétabli, objecta-t-il, protecteur. Bien entendu, je ne compte pas compromettre sa guérison. Roussel consulta sa montre. Je dois faire quelques vérifications sur ce Vallière. En attendant, continuez à observer le lynx.
Notez tout comportement inhabituel, toute réaction particulière. La moindre information pourrait être cruciale. Après le départ de Roussel, Marc retourna auprès de Lux. Le félin somnolait sur sa plateforme, mais ouvrit immédiatement les yeux en entendant la porte. « Hey, toi !» murmura Marc en s'approchant. Sophie, qui vérifiait les perfusions, lui lança un regard curieux. « Alors, cet agent ? Il pense quoi de notre patient mystère ?» Marc lui expliqua brièvement la théorie de Roussel sur les trophées d'affrontement et le possible lien avec le domaine de Vallière. Sophie l'écouta attentivement, son visage s'assombrissant au fur et à mesure. « C'est abominable, » conclut-elle. « Élever des animaux sauvages uniquement pour les tuer dans de fausses chasses. Qui peut faire une chose pareille ?»« Des gens pour qui tout s'achète, » répondit Marc avec amertume, y compris le frisson de se croire un grand chasseur. Lux s'était approché de la grille pendant leur conversation, comme s'il comprenait qu'il parlait de lui. Marc s'accroupit à sa hauteur, observant attentivement le félin. Maintenant qu'il connaissait son histoire probable, il remarquait des détails qu'il avait manqués auparavant. La façon dont Lux inclinait légèrement la tête, comme en attente d'une commande. Son regard direct, sans la méfiance naturelle d'un animal sauvage, sa manière de se déplacer dans l'espace confiné de la cage avec une étrange familiarité. « Il a été dressé », murmura-t-il. « Pas simplement apprivoisé, mais dressé. »« Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» demanda Sophie, intriguée. « Ses mouvements, son attitude, il y a une intentionnalité dans sa façon d'interagir avec nous, comme s'il avait appris ce qu'on attend de lui. » Sophie s'approcha, observant à son tour le comportement du lynx. « Tu crois qu'ils l'ont entraîné à quoi? À attaquer sur commande? Ou à s'approcher d'un humain spécifique sans montrer de peur ?» Marc réfléchit. Ce serait parfait pour mettre en scène un faux affrontement. Un lynx qui s'approche calmement d'un chasseur, puis est poignardé et abattu, créant l'illusion d'une attaque repoussée in extremis. Un frisson parcourut l'échine de Marc à cette pensée. Il imaginait trop bien la scène. Lux, habitué à faire confiance aux humains, s'approchant sans méfiance d'un homme qui l'attendait, couteau à la main, prêt à le sacrifier pour satisfaire sa vanité. « Il a eu de la chance », dit Sophie doucement, comme si elle suivait le fil de ses pensées. La blessure était grave, mais elle a manqué les organes vitaux, quelques centimètres plus profonds. Elle laissa sa phrase en suspens. Tous deux savaient ce que cela signifiait. Un léger bruit attira leur attention. Lux avait posé sa patte contre la grille, comme pour les ramener au présent, loin de ces sombres spéculations. « Il est temps de changer son pansement », annonça Sophie, reprenant son rôle professionnel. « Tu veux m'aider? Il semble plus calme quand tu es là. » Marc accepta avec empressement. Pendant l'heure qui suivit, ils travaillèrent ensemble pour soigner le lynx. À la surprise de Sophie, Lux se laissa manipuler avec une docilité remarquable, ne montrant aucun signe d'agressivité même lorsqu'elle nettoyait sa plaie, un acte qui aurait normalement provoqué une réaction défensive chez n'importe quel animal sauvage. « C'est incroyable », murmura-t-elle en appliquant un nouveau pansement. « On dirait qu'il comprend que nous essayons de l'aider. » Marc, qui maintenait doucement mais fermement la tête de Lux pour éviter tout mouvement brusque, sentit le lynx se détendre sous ses mains, une confiance totale émanant de son corps souple. « Peut-être qu'il le comprend vraiment, » répondit-il. « Les animaux sauvages ne sont pas stupides, Sophie. Ils sentent les intentions, l'énergie que nous dégageons. »« Je sais, » sourit-elle. « C'est juste que, après toutes ces années à travailler avec des animaux sauvages, je n'ai jamais rencontré un cas comme lui. » Elle termina de fixer le bandage et se redressa. « Voilà, c'est fait. La cicatrisation progresse parfaitement. » Ils remirent Lux dans sa cage, mais Marc resta encore un moment, observant le félin qui s'était allongé sur sa plateforme, visiblement fatigué par les soins.
Ses yeux dorés, cependant, restaient fixés sur le garde forestier avec cette intensité troublante qui semblait voir au-delà des apparences. « Je te laisse te reposer, » dit finalement Marc. « Je reviendrai demain. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, son téléphone vibra. Un message de Roussel. « J'ai des infos sur Vallière. Rendez-vous au café Les Cévennes dans 1 heure. » Marc informa Sophie qu'il devait s'absenter, puis se dirigea vers le petit café situé au centre du village. C'était un établissement typique de la région, avec ses poutres apparentes, son comptoir en bois massif et sa terrasse ombragée par une vigne centenaire. À cette heure de l'après-midi, l'endroit était presque désert. Roussel l'attendait à une table isolée au fond de la salle, un dossier ouvert devant lui et une tasse de café noir à la main. « Asseyez-vous », dit-il dès que Marc l'eut rejoint. « J'ai fait quelques recherches sur notre ami Vallière. » Il poussa une photo vers Marc, un homme d'une 50aine d'années, élégamment vêtu, posant fièrement à côté d'un lion mort lors d'un safari. Édouard Vallière, 53 ans, officiellement un homme d'affaires spécialisé dans l'immobilier de luxe à Monaco. Officieusement, Roussel fit une pause dramatique. Il a été soupçonné à plusieurs reprises de trafic d'espèces protégées, mais jamais inculpé, faute de preuves suffisantes. Et son domaine des hauts plateaux. Acheté il y a 18 mois pour une somme astronomique. Officiellement, un domaine de chasse haut de gamme proposant des séjours à une clientèle triée sur le volet. Les permis sont en règle, les taxes payées. Sur le papier, tout est légal. Mais, encouragea Marc, sentant que Roussel ne lui disait pas tout. Mais nos informateurs nous signalent des activités suspectes. Des véhicules qui vont et viennent la nuit, des zones du domaine interdites même au personnel, des trophées qui quittent la propriété sans documentation claire. Marc frappa légèrement la table du plat de la main. Je le savais, ce type cache quelque chose. Le problème, poursuivit Roussel, c'est que nous n'avons aucune preuve tangible. Vallière est puissant, bien protégé. Il a des connexions dans la haute société, peut-être même dans la politique. Pour l'arrêter, il nous faut du concret. Et c'est là que Lux entre en jeu. Roussel acquiesça. Si votre lynx a été élevé dans son domaine, il pourrait réagir à des stimuli spécifiques, des odeurs, des sons, peut-être même la vue de certaines personnes. Vous voulez organiser une confrontation ? Demanda Marc, soudain inquiet pour Lux. Pas exactement, mais j'ai une idée. Roussel se pencha en avant, baissant la voix. Vallière organise une réception samedi prochain pour l'ouverture de la saison de chasse. Une soirée privée pour ses clients et quelques notables locaux. J'ai réussi à nous obtenir une invitation. Comment avez-vous fait ça ? Disons que j'ai quelques talents de persuasion, sourit Roussel énigmatiquement. Je me ferai passer pour un acheteur potentiel intéressé par ces services spéciaux et vous serez mon expert local en faune sauvage. Marc hésita. Et si Vallière me reconnaît ? Je suis déjà allé à son domaine pour une inspection officielle. C'est un risque, mais selon nos informations, Vallière n'est pas souvent présent lors des inspections de routine. Il délègue ça à ses subalternes. Et puis, vous ne serez pas exactement vous-même. Roussel sortit une autre photo du dossier. Un homme barbu, aux cheveux longs, vêtu d'un costume élégant. Marc mit quelques secondes à reconnaître sa propre image, habilement modifiée par un logiciel. Un peu de maquillage, une barbe postiche, des lentilles colorées, et personne ne fera le rapprochement avec le garde forestier en uniforme, expliqua Roussel. Marc examina la photo partagée entre l'amusement et l'appréhension. Ce plan semblait tout droit sorti d'un film d'espionnage, loin de sa routine habituelle de surveillance du parc. Et si nous sommes découverts ? Nous sommes des agents assermentés en mission d'investigation. Légalement, nous sommes couverts. Roussel referma son dossier. Mais je comprends vos réticences. C'est risqué, je ne le nie pas. Marc repensa à Lux, à sa blessure, à la cicatrice témoignant de sa captivité.
à tous ces animaux transformés en trophées pour satisfaire la vanité de riches collectionneurs. Sa décision était prise. « Je marche », dit-il fermement, « mais à une condition. Quoi qu'il arrive, la sécurité de Lux passe avant tout. » Roussel le considéra un moment, puis hocha lentement la tête. « Entendu. Le lynx est sous notre protection. Je vous donne ma parole. » Ils passèrent l'heure suivante à peaufiner les détails de leur opération d'infiltration. Marc apprendrait un rôle, une fausse identité. Jean-Philippe Montfort, consultant en faune sauvage pour de riches clients internationaux, spécialisés dans l'acquisition de spécimens rares. « Essayez de rester vague sur vos activités exactes », conseilla Roussel. « Les gens comme Vallière adorent remplir les blancs avec leurs propres suppositions. Laissez-le croire que vous êtes aussi peu scrupuleux que lui. » Quand ils se quittèrent, le soleil commençait à décliner, teintant le ciel de nuances orangées. Marc se sentait à la fois excité et appréhensif. Cette affaire prenait une tournure qu'il n'aurait jamais imaginée lorsqu'il avait secouru ce lynx blessé sur une route pluvieuse. Sur le chemin du retour vers son chalet, il fit un détour par la clinique. Sophie était partie, remplacée par le vétérinaire de garde pour la nuit. Marc obtint l'autorisation de voir Lux une dernière fois. Le lynx dormait paisiblement, sa respiration régulière soulevant doucement son flanc bandé. Marc l'observa en silence, renforçant sa détermination. « Je te promets qu'ils paieront pour ce qu'ils t'ont fait, » murmura-t-il. « Tu n'auras pas souffert en vain. » Comme s'il l'avait entendu, Lux ouvrit brièvement les yeux, son regard doré croisant celui de Marc dans la pénombre. Un bref instant de reconnaissance mutuelle, puis le félin se rendormit, apparemment apaisé par la présence du garde forestier. Marc quitta la clinique avec une conviction renouvelée. Samedi, il entrerait dans la tanière du loup. Pour Lux, pour la justice, pour tous les animaux victimes de la cruauté humaine. Les jours qui suivirent furent intenses pour Marc. Chaque matin, il passait à la clinique voir Lux, dont la guérison progressait de manière remarquable. Sophie s'émerveillait de la vitesse à laquelle le lynx reprenait des forces, attribuant ce rétablissement éclair tant à sa robustesse naturelle qu'à un mental d'acier. « C'est comme s'il avait une mission », avait-elle commenté en observant Lux faire des étirements prudents dans sa cage. « Il sait qu'il doit guérir vite. » Marc ne pouvait qu'acquiescer, frappé par la détermination qu'il lisait dans les yeux dorés du félin. Chaque jour, leur connexion semblait se renforcer. Lux attendait désormais ses visites avec une impatience visible, se postant près de la grille dès qu'il entendait ses pas dans le couloir. L'après-midi, Marc retrouvait Roussel dans une chambre d'hôtel anonyme transformée en quartier général improvisé. L'agent lui enseignait les bases du travail sous couverture, comment maintenir sa fausse identité, observer sans être remarqué, mémoriser des détails sans prendre de notes. « Souvenez-vous », répétait Roussel tout en ajustant la barbe postiche qu'il faisait essayer à Marc, « vous n'êtes pas là pour jouer au héros. Notre mission est de recueillir des informations, pas d'arrêter Vallière sur place. » Marc hochait la tête, mais au fond de lui, une colère froide continuait de brûler. Chaque fois qu'il pensait à Lux, à sa blessure, à tous ces animaux sacrifiés pour la vanité de quelques privilégiés, il devait lutter pour maintenir son calme professionnel. La veille de la réception, un événement inattendu vint compliquer leur plan. Marc était à la clinique, aidant Sophie à changer le pansement de Lux, quand son téléphone sonna. C'était Louise Martin, la directrice du parc national et sa supérieure hiérarchique. « Marc, je viens de recevoir un appel plutôt étrange du bureau du préfet, annonça-t-elle sans préambule. Apparemment, quelqu'un s'inquiète de votre implication dans une affaire concernant un lynx boréal. » Marc se raidit, échangeant un regard alarmé avec Sophie. « Qui s'inquiète exactement ?»« Un certain Édouard Vallière, » répondit Louise. « Il prétend qu'en tant que propriétaire d'un domaine limitrophe du parc,
Il devrait être informé de la présence d'un prédateur potentiellement dangereux pour sa clientèle. Il a même demandé à voir l'animal. Le sang de Marc se glaça. Vallière était déjà au courant pour Lux. Mais comment? Qu'avez-vous répondu? Demanda-t-il, s'efforçant de garder une voix neutre. Que toute demande officielle devait passer par l'OFB, bien sûr, mais Marc, Louise hésita. Ce Vallière semble avoir des appuis. Le préfet lui-même m'a appelé ensuite pour suggérer notre coopération. Ne faites rien pour l'instant, répondit Marc avec urgence. Je suis sur une piste sensible. Je vous expliquerai tout plus tard, mais pour l'instant, temporisez au maximum. Après avoir raccroché, il appela immédiatement Roussel pour l'informer de ce développement inquiétant. C'est pire que je ne le pensais, conclut l'agent. Vallière a des informateurs jusque dans l'administration. Il faut accélérer notre plan. Mais comment a-t-il su pour Lux? Réfléchissez. Qui était présent quand vous avez trouvé le lynx? Qui a pu le voir? Marc repassa mentalement la scène. La route déserte, la pluie battante, mais il y avait eu ces automobilistes arrêtés, prenant des photos avec leur téléphone. N'importe lequel d'entre eux aurait pu innocemment partager ces images sur les réseaux sociaux. Vallière doit surveiller toute mention de lynx dans la région, supposa Roussel. Ou peut-être a-t-il des gens qui le font pour lui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Marc, inquiet pour la sécurité de Lux. On maintient le cap, mais avec une précaution supplémentaire. Je vais demander à des collègues de surveiller la clinique 24h24. Quant à vous, Roussel sembla réfléchir un instant. Jouez la transparence avec votre directrice. Dites-lui que l'OFB enquête sur un possible cas de braconnage, mais sans entrer dans les détails. Ce soir-là, Marc eut du mal à trouver le sommeil. L'idée que Vallière connaissait l'existence de Lux et cherchait activement à le localiser le rendait malade d'inquiétude. À plusieurs reprises, il fut tenté d'appeler la clinique pour s'assurer que tout allait bien, que le lynx était toujours en sécurité. Au petit matin, épuisé mais déterminé, il se rendit directement à la clinique. Sophie l'accueillit avec un sourire fatigué. « J'ai passé la nuit ici », expliqua-t-elle en réponse à son regard interrogateur. « Après ton appel, je ne voulais pas laisser Lux sans surveillance. » Marc la remercia chaleureusement, touché par son dévouement. « Comment va-t-il ? Viens voir par toi-même. On a eu une petite surprise cette nuit. » Intrigué, Marc suivit Sophie jusqu'à la salle où était gardé Lux. Mais au lieu de trouver le lynx dans sa cage, il le découvrit dans un enclos plus vaste aménagé dans une pièce adjacente qui servait habituellement pour la rééducation des grands animaux. Il était tellement agité dans sa cage que j'ai eu peur qu'il n'aggrave sa blessure, expliqua Sophie. Alors j'ai improvisé cet espace. Lux évoluait dans ce nouvel environnement avec une aisance surprenante, testant ses capacités physiques avec prudence, mais détermination. Quand il aperçut Marc, il s'approcha immédiatement, sa démarche déjà bien plus assurée que les jours précédents. « Il est presque rétabli », s'émerveilla Marc en s'accroupissant près de la barrière de l'enclos. Sophie acquiesça. « Physiquement, oui, la plaie cicatrise parfaitement. Ses constantes sont excellentes. D'un point de vue strictement médical, il pourrait être relâché d'ici une semaine. » Marc passa une main à travers la barrière et Lux vint frotter sa tête contre ses doigts avec un ronronnement sonore. « Mais il n'est pas prêt psychologiquement, » poursuivit Sophie observant leur interaction. « Il est trop habitué aux humains. Dans la nature, cette confiance le rendrait vulnérable. » Alors quoi? Un centre de réhabilitation? Marc détestait l'idée que Lux passe le reste de sa vie en captivité, même dans les meilleures conditions. C'est une option. Mais avant de décider quoi que ce soit, il faut d'abord s'assurer que personne ne cherchera à lui nuire à nouveau. Marc hocha gravement la tête. L'opération d'infiltration de ce soir prenait une importance encore plus cruciale. Il passa 1 heure avec Lux, l'observant se déplacer, testant sa réactivité, admirant sa résilience. Le lynx semblait avoir complètement surmonté sa méfiance initiale envers lui,
acceptant même de jouer avec une corde que Marc faisait glisser le long de la barrière. « J'ai l'impression qu'il comprend ce qui se passe », murmura Marc, comme s'il savait que nous essayons de l'aider, de rendre justice. Sophie sourit sans se moquer. Les animaux sont bien plus intuitifs qu'on ne le pense, surtout les prédateurs comme lui, habitués à lire les intentions, à anticiper les comportements. Avant de partir, Marc s'accroupit une dernière fois face à Lux. Le lynx le fixa de ses yeux dorés, attentif. « Je reviens demain », promit Marc à voix basse, « et avec un peu de chance, j'aurai des réponses. » Le lynx cligna lentement des yeux, un geste que les félins utilisent souvent pour exprimer leur confiance. Marc eut l'étrange certitude que Lux avait compris. Le soir venu, la transformation de Marc était saisissante. Barbe soigneusement taillée, cheveux plaqués en arrière, lentilles bleu acier remplaçant ses yeux bruns, costume sur mesure emprunté au vestiaire de l'OFB. Même Sophie, venue apporter de dernières informations sur Lux, eut du mal à le reconnaître. Jean-Philippe Montfort, consultant en faune exotique, à votre service, se présenta-t-il avec une légère inclinaison de la tête et un accent légèrement traînant qui n'était pas le sien. Impressionnant, commenta Sophie. J'espère juste que ça suffira à tromper Vallière. Roussel, lui aussi méconnaissable dans son costume 3 pièces et ses lunettes à monture dorée, vérifiait une dernière fois leur équipement. Micro discret, téléphone sécurisé et même une chevalière dont la pierre contenait un minuscule appareil photo. « N'oubliez pas, rappela-t-il à Marc, notre objectif ce soir est d'amener Vallière à parler de ses activités illégales, idéalement en présence de clients ou complices que nous pourrons identifier. Plus nous recueillerons de noms et de connexions, plus notre dossier sera solide. » Marc hocha la tête concentré. Il avait mémorisé sa couverture dans les moindres détails. Jean-Philippe Montfort, 42 ans, basé à Genève, spécialisé dans l'acquisition discrète de spécimens rares pour une clientèle ultra fortunée. Un rôle qui lui permettrait de poser des questions sur les services spéciaux de Vallière sans éveiller les soupçons. « Et si Vallière mentionne directement Lux ?» demanda-t-il. « Jouer l'ignorant », conseilla Roussel. « Ou mieux, l'intéresser. » « Un lynx, vraiment? J'ai un client qui serait fasciné. » Ce genre de choses. À 20 heures précises, ils montèrent dans une luxueuse berline allemande, louée pour l'occasion et prirent la direction du domaine des hauts plateaux. Le soleil se couchait derrière les montagnes, nimbant le paysage d'une lueur dorée qui rappela à Marc les yeux de Lux. « Un dernier conseil, » dit Roussel alors qu'ils approchèrent du portail monumental du domaine. Ces gens se croient intouchables. Ils parleront plus librement si vous semblez partager leur sentiment de supériorité, leur conviction que les lois ordinaires ne s'appliquent pas à eux. Marc acquiesça silencieusement, observant le domaine qui se dévoilait devant eux. Une longue allée bordée d'arbres centenaires menait à une bâtisse imposante de style néoclassique, illuminée par des projecteurs savamment disposés. Plusieurs véhicules de luxe étaient déjà garés sur une esplanade de gravier blanc. « Showtime !» murmura Roussel alors qu'un voiturier en livrée s'approchait pour leur ouvrir les portières. Marc inspira profondément, endossant mentalement son personnage, Jean-Philippe Montfort, arrogant, amoral, habitué au luxe et à l'impunité. Il était prêt à entrer dans la tanière de l'homme qui avait tenté de tuer Lux. Le hall d'entrée du domaine des hauts plateaux était aussi impressionnant qu'ostentatoire. Un lustre monumental en cristal surplombait un sol en marbre italien, tandis que des trophées de chasse ornaient les murs lambrissés, têtes de cerf au bois majestueux, sangliers figés dans une expression féroce, et même un magnifique léopard des neiges en position d'attaque, ses crocs éternellement dévoilés. Ce dernier trophée fit bouillir le sang de Marc. Le léopard des neiges était une espèce en danger critique d'extinction, strictement protégée par les conventions internationales. Sa présence ici, exhibée comme un vulgaire bibelot, confirmait tout ce qu'il soupçonnait sur Vallière. « Impressionnant, n'est-ce pas ?» murmura Roussel, jouant parfaitement son rôle de riche amateur de chasse. «
Notre hôte ne fait pas les choses à moitié. Marc hocha la tête, adoptant l'expression blasée de quelqu'un habitué au luxe. « J'ai vu mieux en Afrique du Sud », répondit-il avec une pointe de condescendance calculée. « Mais pour l'Europe, c'est acceptable. » Un majordome en livrée leur présenta des coupes de champagne sur un plateau d'argent, tandis qu'un autre recueillait leurs manteaux. Ils furent ensuite guidés vers la salle de réception principale, où une trentaine d'invités conversaient déjà par petits groupes. « Repérez les sorties », souffla Roussel entre ses dents, maintenant son sourire de façade, « et les zones interdites. C'est souvent là que se trouvent les informations intéressantes. » Marc nota discrètement 2 couloirs gardés par des hommes à l'allure de videurs, ostensiblement armés sous leurs vestes trop ajustées. Un escalier menant à l'étage était également surveillé. Clairement, certaines parties du domaine n'étaient pas destinées aux invités ordinaires. « Monsieur Duplantier, quel plaisir de vous voir honorer mon humble demeure de votre présence. » La voix, chaleureuse mais teintée d'un accent méditerranéen prononcé, appartenait à un homme qui s'avançait vers eux, bras ouverts en signe de bienvenue. Marc reconnut immédiatement Édouard Vallière, d'après les photos de Roussel, mais en personne, l'homme dégageait un charisme qu'aucune image ne pouvait capturer. Grand, élégamment vêtu d'un smoking sur mesure, le teint hâlé et les cheveux poivre et sel parfaitement coiffés, Vallière était l'incarnation même du riche Européen cosmopolite. Son sourire, cependant, n'atteignait pas ses yeux, 2 billes d'un bleu glacial qui semblait évaluer constamment la valeur de chaque personne qu'il croisait. « Vallière, mon ami », répondit Roussel, jouant le rôle de Richard Duplantier, riche industriel français et collectionneur notoire. « Votre réputation d'hôte exceptionnel n'est pas usurpée. » Les 2 hommes échangèrent des accolades comme de vieux amis, bien que ce fût leur première rencontre. Marc observait, admirant la capacité de Roussel à naviguer dans ce monde avec une aisance apparemment naturelle. « Et vous devez être Monsieur Montfort », poursuivit Vallière, tournant son regard perçant vers Marc. « Richard m'a beaucoup parlé de vos talents particuliers pour dénicher des spécimens exceptionnels. » Marc inclina légèrement la tête, soutenant le regard de Vallière sans ciller. « Je me contente de mettre en relation des collectionneurs passionnés avec des pièces dignes de leur intérêt. La modestie est une vertu rare dans notre milieu, » sourit Vallière, mais ses yeux restaient froids, calculateurs. « J'espère que nous aurons l'occasion de discuter plus en détail de vos activités. J'ai quelques clients qui pourraient bénéficier de votre expertise. »« J'en serais ravi, » répondit Marc avec une assurance feinte. « Parfait. En attendant, profitez de la soirée. Le buffet est ouvert et j'ai fait monter quelques bouteilles spéciales de ma cave personnelle. » Sur ces mots, Vallière s'éloigna pour accueillir de nouveaux arrivants, mais non sans jeter un dernier regard évaluateur à Marc. « Il vous a à l'œil, » murmura Roussel derrière son verre de champagne. « Restons ensemble pour l'instant, puis séparons-nous stratégiquement. Vous, essayez de vous rapprocher de ce groupe près de la cheminée. J'ai repéré 2 ministres et ce qui ressemble à un diplomate saoudien. Moi, je vais tenter d'engager la conversation avec les hommes près du bar. Ce sont des habitués, d'après nos informations. » Marc acquiesça imperceptiblement, puis se dirigea nonchalamment vers le buffet, prenant son temps pour observer la salle. La décoration suivait le même thème que le hall d'entrée, une célébration ostentatoire de la chasse et de la domination humaine sur le monde sauvage. Des fresques murales représentaient des scènes de chasse historiques, tandis que d'autres trophées, plus petits mais tout aussi impressionnants, ornaient les murs. Ce qui frappa Marc, cependant, fut une vitrine verrouillée contenant une collection de couteaux de chasse, des pièces manifestement anciennes et précieuses, aux manches sculptées dans l'ivoire ou ornées de pierres précieuses. L'un d'eux, placé au centre sur un support spécial, attira particulièrement son attention, une lame courbe à l'aspect sinistre, dont le manche représentait un félin en position d'attaque. Magnifique, n'est-ce pas? Marc sursauta légèrement.
Ils n'avaient pas entendu Vallière s'approcher. Une pièce unique poursuivit leur hôte, déverrouillant la vitrine pour en extraire délicatement le couteau. Forgé spécialement pour moi par un artisan japonais, la lame est inspirée du tanto traditionnel, mais adaptée pour, disons, des usages plus spécifiques. Il tendit le couteau à Marc, qui le prit avec une fascination non feinte. La lame était d'un équilibre parfait, terriblement affûtée, et ornée de gravures représentant des feuillages stylisés. On dit qu'une arme de qualité trouve toujours sa proie, commenta Vallière avec un sourire énigmatique. Celui-ci a déjà prouvé son efficacité. Marc sentit un frisson glacé parcourir son échine. Tenait-il entre ses mains l'arme qui avait blessé Lux? Il examina discrètement la lame, cherchant des traces qui pourraient confirmer ses soupçons, mais elle était impeccablement propre. Un objet d'art, commenta-t-il en rendant le couteau à Vallière. Mais je préfère personnellement les armes qui ont une histoire, un passé. Celle-ci semble neuve. Une lueur amusée passa dans le regard de Vallière. Oh, elle a une histoire, je vous assure. Courte, mais intense. Il rangea précieusement le couteau dans la vitrine avant d'ajouter « Peut-être aurez-vous l'occasion d'ajouter votre propre chapitre à cette histoire lors de votre prochain séjour ici. » L'invitation était claire, tout comme la menace voilée. Marc força un sourire intéressé. Ce serait un honneur. Quel type de chapitre suggéreriez-vous? Vallière se pencha légèrement, baissant la voix. Disons que mes clients les plus fidèles ont accès à des expériences de chasse particulièrement mémorables. Des expériences qu'on ne trouve dans aucun catalogue officiel. Vous piquez ma curiosité, monsieur Vallière. Édouard, je vous en prie. Et si votre curiosité est sincère, rejoignez-moi dans mon bureau après le dîner. Disons 22h30. J'ai quelques photographies qui pourraient vous intéresser. Sur ces mots, Vallière s'éloigna à nouveau, laissant Marc avec le sentiment troublant d'avoir à la fois progressé dans sa mission et de s'être dangereusement exposé. Le dîner fut servi peu après, un festin somptueux mettant à l'honneur du gibier spécialement chassé sur le domaine, selon les dires de leur hôte. Marc, placé stratégiquement entre un industriel allemand et un prince du Moyen-Orient dont il préféra ne pas retenir le nom, navigua avec précaution dans les eaux troubles de la conversation. Il apprit ainsi que le domaine de Vallière n'était que la partie émergée d'un réseau bien plus vaste, s'étendant jusqu'en Europe de l'Est et en Afrique du Nord. Des partenaires locaux y élevaient diverses espèces protégées dans des conditions contrôlées, avant de les transférer dans des réserves privées pour des événements spéciaux. L'année dernière, j'ai eu le privilège de participer à une battue exceptionnelle en Roumanie, confia l'industriel allemand après plusieurs verres de vin. Un loup gris magnifique, bien plus impressionnant que ces bêtes rabougries qu'on trouve habituellement. Édouard avait tout arrangé, les autorisations, le transport, même un taxidermiste sur place pour préparer le trophée. Fascinant, murmura Marc, dissimulant son dégoût. Et ces arrangements sont courants. Pour les clients privilégiés, oui. Édouard a un don pour obtenir l'impossible. L'homme se pencha, confidentiel. On dit qu'il possède suffisamment de dossiers compromettants sur certains politiques pour s'assurer que ses activités ne soient jamais trop scrutées. Marc hocha la tête, enregistrant mentalement cette information précieuse. Au cours du repas, il recueillit d'autres indices sur l'étendue des opérations de Vallière, chaque conversation renforçant l'image d'un réseau sophistiqué de trafic d'espèces protégées, opérant sous le couvert d'une entreprise de chasse de luxe parfaitement légale en surface. À 22h25, après avoir échangé un regard discret avec Roussel qui semblait lui aussi avoir fait moisson d'informations, Marc s'excusa auprès de ses voisins de table et se dirigea vers le bureau de Vallière, guidé par un majordome silencieux. Le cœur battant mais l'expression impassible, il frappa à la lourde porte en chêne. « Entrez, monsieur Montfort », l'invita la voix de Vallière. « J'ai quelque chose de très spécial à vous montrer. »
Le bureau de Vallière était à l'image de son propriétaire, imposant, luxueux et minutieusement mis en scène. Une vaste pièce au mur couvert de bibliothèques en acajou, un bureau massif face à une cheminée où crépitait un feu de bois et d'immenses baies vitrées offrant une vue spectaculaire sur les montagnes environnantes, maintenant plongées dans l'obscurité nocturne. Mais ce qui frappa immédiatement Marc, ce fut le mur entier dédié aux photographies de chasse. Des dizaines de clichés soigneusement encadrés, montrant Vallière aux côtés de diverses personnalités, chacun posant fièrement avec un animal abattu, lions, éléphants, rhinocéros, tigres, un musée des horreurs témoignant de décennies de prédation sur les espèces les plus menacées de la planète. Impressionnant, n'est-ce pas? Commenta Vallière en suivant son regard. Certains appellent ça de la vanité. Je préfère y voir un hommage au plus ancien lien entre l'homme et la nature sauvage, celui du chasseur et de sa proie. Marc joua son rôle à la perfection, s'approchant des photographies avec une admiration feinte. Une collection remarquable, concéda-t-il. Peu de personnes peuvent se vanter d'avoir chassé autant d'espèces emblématiques. La plupart de ces trophées ont été acquis légalement, avec les permis appropriés, précisa Vallière, un sourire énigmatique aux lèvres. Quant aux autres, disons que les lois sont faites pour être contournées quand elles entravent inutilement la liberté des individus, n'est-ce pas? Il s'approcha d'un petit bar et servit 2 verres d'un whisky ambré. Macallan, 25 ans d'âge, annonça-t-il en tendant un verre à Marc. Pour les conversations importantes. Marc accepta le verre, veillant à n'en prendre qu'une gorgée symbolique. L'alcool n'était pas son allié ce soir, il avait besoin de toute sa lucidité. « Richard m'a dit que vous étiez un homme de goût avec une clientèle exigeante, » commença Vallière, s'installant dans un imposant fauteuil en cuir. Des collectionneurs qui apprécient l'exclusivité, la rareté. Mes clients ne se contentent pas de ce que le marché officiel propose, confirma Marc, choisissant soigneusement ses mots. Ils recherchent des expériences uniques, des trophées que leur père ne possède pas. Vallière hocha la tête, manifestement satisfait de cette réponse. C'est exactement ce que je leur offre ici, pas simplement un animal à abattre, mais une histoire à raconter, une conquête. Il se leva et se dirigea vers un coffre-fort dissimulé derrière un tableau. Après avoir composé la combinaison, il en sortit un épais album relié de cuir rouge. « Ceci, dit-il en posant l'album sur la table basse entre eux, est mon catalogue privé. Des expériences que j'organise pour un cercle très restreint de clients, des expériences qui ne figurent dans aucune brochure officielle. » Marc se pencha pour examiner l'album que Vallière ouvrait avec une sorte de révérence malsaine. Les premières pages montraient des scènes de chasse conventionnelles, bien que clairement illégales, des braconniers professionnels guidant des clients fortunés vers des espèces protégées, dans des réserves censées les protéger. Mais au fur et à mesure que Vallière tournait les pages, les images devenaient plus troublantes. Des enclos artificiels conçus pour ressembler à des habitats naturels, des animaux visiblement drogués ou affaiblis pour faciliter leur chasse. Et enfin, les plus perturbantes, des prédateurs, loups, lynx, pumas, dans des confrontations mises en scène avec des chasseurs armés uniquement de couteaux ou d'armes rudimentaires. « Voici ce que j'appelle l'épreuve », expliqua Vallière, sa voix trahissant une excitation malsaine. L'ultime expérience de chasse. Non plus l'homme supérieur avec son fusil à lunettes, mais l'homme primitif, confronté aux prédateurs à armes presque égales. Marc lutta pour maintenir son expression intéressée, alors que son estomac se nouait de dégoût. Presque égales. Disons que nous équilibrons les chances, sourit Vallière. Les animaux sont soigneusement sélectionnés, élevés pour ce moment, conditionnés pour approcher l'homme sans crainte excessive, mais avec suffisamment d'agressivité pour donner l'illusion du danger. Et vos clients apprécient cette illusion. Ils la vivent comme une réalité.
L'adrénaline est bien réelle, je vous l'assure, et le sentiment d'accomplissement quand il remporte ce duel, inégalable. Vallière tourna encore quelques pages, révélant des photos de plus en plus macabres, des clients posant triomphalement à côté de prédateurs abattus, couteau ensanglanté à la main. Marc reconnut le fameux couteau japonais de la vitrine sur plusieurs clichés, puis son cœur manqua un battement. Sur l'une des photos les plus récentes, datée de la semaine précédente, un homme au visage flouté posait fièrement à côté d'un lynx ensanglanté. Un lynx au pelage roux tacheté avec une marque distinctive sur l'oreille gauche, exactement comme Lux. Mais ce n'était pas Lux. Ce lynx était définitivement mort, sa gorge ouverte par une profonde entaille. Un spécimen particulièrement impressionnant, commenta Vallière en remarquant son intérêt. Lynx boréal, sous-espèce carpatique, très rare. Notre client était extatique. Marc lutta pour contrôler sa voix. Magnifique animal. Vous en avez d'autres comme celui-ci? Une ombre passa sur le visage de Vallière. Nous en avions un second, en effet. Un mâle encore plus imposant, préparé spécialement pour un client saoudien. Son expression s'assombrit. Malheureusement, il y a eu un incident. L'animal s'est échappé pendant le transport. Le cœur de Marc s'accéléra. C'était Lux, sans aucun doute possible. « Quel dommage !» répondit-il avec une fausse compassion. « Ces bêtes sont difficiles à obtenir, j'imagine. » « Très, confirma Vallière, mais ce n'est qu'un contretemps. En fait, il hésita, semblant évaluer Marc du regard. C'est là que votre expertise pourrait nous être utile. Nous avons localisé l'animal fugitif. Il est actuellement soigné dans une clinique vétérinaire de la région. Marc sentit la glace se répandre dans ses veines. Vallière savait exactement où se trouvait Lux. Un problème administratif mineur nous empêche de récupérer notre propriété, poursuivit Vallière. Les autorités locales se montrent bureaucratiques. Avec vos contacts et votre expérience, peut-être pourriez-vous faciliter les choses. Je pourrais certainement explorer quelques pistes, répondit Marc, s'efforçant de paraître professionnel et détaché. Quels sont les obstacles exactement? Un garde forestier trop zélé et une vétérinaire qui se prend pour une militante de la cause animale, répondit Vallière avec dédain. Ils prétendent que l'animal a été maltraité et braconné, alors qu'il s'agit simplement d'un bien légitimement acquis, qui sait, égaré. Marc hocha la tête comme s'il comprenait parfaitement ce genre de situation. Ces fonctionnaires peuvent être terriblement naïfs. Je connais ce type de problème. Vallière sembla se détendre légèrement, manifestement satisfait de cette réponse. Excellent. Si vous pouviez résoudre cette situation discrètement, je serais disposé à vous offrir une commission substantielle. Ou peut-être préféreriez-vous participer vous-même à une de nos expériences spéciales. Une proposition tentante, sourit Marc, dissimulant sa révulsion. Laissez-moi d'abord voir ce que je peux faire pour votre lynx. Avez-vous des documents de propriété que je pourrais utiliser? Vallière eut un petit rire. Bien sûr que non. Ces animaux n'existent dans aucun registre officiel. C'est précisément pourquoi nous avons besoin de quelqu'un avec vos compétences particulières. À cet instant, un léger coup fut frappé à la porte. Le majordome apparut, s'inclinant respectueusement. « Pardonnez l'interruption, monsieur, mais monsieur Kadiri est arrivé et souhaiterait vous voir immédiatement. » Une expression contrariée traversa le visage de Vallière, rapidement remplacé par son masque d'hôte parfait. « Dites-lui que j'arrive dans un instant. » Se tournant vers Marc, « Nous devrons poursuivre cette conversation plus tard. Un client important, vous comprenez. » « Naturellement, » répondit Marc en se levant. « Le devoir vous appelle. » Alors qu'il quittait le bureau, Vallière ajouta à voix basse. « Réfléchissez à ma proposition. Je pars pour Monaco après-demain, mais je serai joignable sur mon portable privé. » Il lui glissa une carte de visite discrète. « Et si vous décidez de nous aider avec notre
Problème de lynx, la récompense sera proportionnelle à votre efficacité. Marc empocha la carte avec un hochement de tête entendu, puis regagna la réception principale où Roussel conversait toujours avec les invités, jouant parfaitement son rôle de riche industriel. D'un regard, Marc lui fit comprendre qu'il devait partir. Ils prirent congé avec toutes les formalités d'usage, Marc échangeant même son faux numéro avec plusieurs contacts intéressants, comme le suggérait leur couverture. Ce n'est qu'une fois dans la voiture, à bonne distance du domaine, que Marc put enfin laisser éclater sa rage et son inquiétude. « Ils savent exactement où est Lux », annonça-t-il, le visage tendu, « et ils ont prévu de le récupérer. » Roussel écoutait attentivement tandis que Marc résumait sa conversation avec Vallière, décrivant l'album macabre et les épreuves organisées pour des clients fortunés. « C'est pire que ce que nous pensions », conclut l'agent. « Ce n'est pas juste du braconnage ou du trafic d'espèces protégées, c'est une industrie entière construite autour de la souffrance animale. » Et Lux n'était qu'une marchandise pour eux, ajouta Marc, la gorge serrée, un jouet vivant destiné à satisfaire le besoin de sensations fortes d'un riche client. « Nous devons agir vite », décida Roussel. « J'ai recueilli suffisamment d'informations pour justifier une perquisition, mais les procédures prendront du temps, et Vallière part après-demain. »« Lux est en danger immédiat », insista Marc. « Si Vallière a des contacts dans l'administration, il pourrait obtenir une autorisation pour le récupérer dès demain. »« Je vais poster des agents en surveillance à la clinique, » promit Roussel, « et accélérer les procédures pour l'opération. Mais en attendant, il hésita. Nous devons peut-être envisager de déplacer le lynx vers un lieu plus sûr. » Marc acquiesça sombrement. L'étau se resserrait, et pour la première fois depuis le début de cette affaire, il sentait que le temps jouait contre eux. Contre Lux. L'aube pointait à peine lorsque Marc et Roussel arrivèrent à la clinique vétérinaire, tous deux épuisés après une nuit blanche passée à planifier leur contre-offensive. Sophie les accueillit, son visage trahissant son inquiétude. « 2 hommes sont venus hier soir après votre départ, » annonça-t-elle sans préambule. « Ils disaient représenter un certain monsieur Vallière et voulaient voir son lynx. J'ai refusé, bien sûr, mais ils ont mentionné un ordre administratif qui serait délivré aujourd'hui. » Marc et Roussel échangèrent un regard sombre. Vallière n'avait pas perdu de temps. « Où est Lux maintenant ?» demanda Marc. « Dans l'enclos sécurisé à l'arrière. J'ai demandé à Pierre, notre soigneur, de passer la nuit ici. Personne n'est entré sans que je le sache. » Roussel sortit son téléphone. « Je vais appeler mes équipes pour accélérer les procédures. Avec ce que nous avons recueilli hier soir, nous devrions pouvoir obtenir un mandat dans la journée, mais Vallière pourrait récupérer Lux avant, » compléta Marc, la mâchoire crispée. « Nous devons le déplacer immédiatement. »« Où ?» demanda Sophie. « Un autre centre vétérinaire ?»« Trop prévisible, » intervint Roussel. « Si Vallière a des contacts dans l'administration, il saura où chercher. Il nous faut un endroit qu'il ne pourrait pas anticiper. » Marc réfléchit intensément, pesant les options. Soudain, une idée lui vint. « Mon chalet de service. Il est isolé, en pleine forêt, et techniquement, c'est une propriété de l'État. Vallière aurait besoin d'une autorisation spécifique pour y accéder, ce qui nous donnerait du temps. C'est risqué, objecta Roussel. Si Vallière apprend que vous êtes impliqué, il ne le saura pas, affirma Marc. Du moins, pas tout de suite. Et dès que votre opération sera lancée, ça n'aura plus d'importance. » Sophie, qui avait suivi l'échange avec attention, intervint. « D'un point de vue médical, Lux est suffisamment rétabli pour être déplacé. Sa plaie est presque cicatrisée et ses constantes sont excellentes. Je peux préparer un kit de soins et des médicaments pour quelques jours. » Roussel soupesa la proposition, puis acquiesça à contre-cœur. « C'est probablement notre meilleure option. Mais je vais poster 2 agents en surveillance discrète près de votre chalet, et vous garderez un téléphone sécurisé en permanence sur vous. » Marc accepta ces conditions sans hésiter.
Sa priorité absolue était désormais la sécurité de Lux. La préparation du transfert se fit dans une atmosphère tendue. Sophie rassembla médicaments et matériel médical, tandis que Pierre, le soigneur, adaptait une grande cage de transport pour assurer le confort et la sécurité du lynx pendant le trajet. Marc, pendant ce temps, s'approcha de l'enclos où Lux s'était redressé, alerté par l'agitation inhabituelle. Leurs regards se croisèrent, et Marc fut frappé par l'intelligence qui brillait dans les yeux dorés du félin, une intelligence teintée d'appréhension comme si l'animal percevait la tension ambiante. « Hey Lux !» murmura Marc en s'accroupissant près de la barrière. « On va devoir faire un petit voyage, toi et moi, pour te mettre à l'abri. » À sa grande surprise, le lynx s'approcha et frotta sa tête contre la grille, émettant un léger ronronnement. Ce geste de confiance, si inhabituel pour un prédateur sauvage, renforça encore la détermination de Marc. « Je ne laisserai personne te faire du mal », promit-il à voix basse. « Plus jamais. » Le transfert lui-même fut plus simple qu'il ne l'avait redouté. Lux, contre toute attente, entra docilement dans la cage de transport après que Marc lui eut parlé doucement pendant quelques minutes. Le garde forestier s'installa au volant de son 4x4 de service, la cage solidement arrimée sur le siège arrière, tandis que Roussel partait de son côté pour coordonner l'opération judiciaire. « Je t'appelle dès que j'ai du nouveau », promit l'agent. « En attendant, restez discret et ne contactez personne. » Le trajet jusqu'au chalet de Marc fut marqué par un silence pesant, uniquement interrompu par les occasionnels bruissements provenant de la cage. À chaque croisement, à chaque virage, Marc scrutait les rétroviseurs, à l'affût d'une éventuelle filature. Mais la route forestière demeura déserte, nichée dans la brume matinale des Cévennes. Le chalet lui-même était modeste mais fonctionnel, une construction en bois et pierre sur 2 niveaux, entouré d'une petite clairière et protégé des regards par une dense forêt de pins et de chênes verts, l'endroit parfait pour une planque temporaire. Marc porta la cage à l'intérieur et l'ouvrit dans le salon, après avoir soigneusement fermé volets et rideaux. Lux émergea avec précaution, reniflant l'air nouveau, ses oreilles pivotant pour capter chaque son de cet environnement inconnu. « Bienvenue chez moi », dit Marc avec un sourire fatigué. Ce n'est pas le Ritz, mais c'est sûr. Il prépara un espace confortable pour le lynx dans un coin de la pièce, couverture douce, gamelle d'eau fraîche, et même un vieux tronc qu'il avait autrefois ramassé pour ses qualités esthétiques, mais qui ferait un parfait griffoir. Puis il défit son propre lit pour s'installer sur le canapé, souhaitant rester au même niveau que Lux pour le rassurer. Les heures s'écoulèrent lentement. Marc, épuisé par la nuit blanche et la tension accumulée, somnolait par intermittence, mais se réveillait au moindre bruit. Lux, quant à lui, après une exploration minutieuse du chalet, s'était installé sur le tapis près du canapé, maintenant une distance respectueuse, mais restant visiblement à portée de vue de son protecteur humain. Vers midi, le téléphone sécurisé de Marc vibra. C'était Roussel. « Nous avons le mandat », annonça l'agent sans préambule. « L'opération est prévue pour 15 heures aujourd'hui. 3 équipes simultanées. Le domaine principal, un entrepôt à la périphérie de Montpellier que nous soupçonnons servir de point de transit, et le bureau monégasque de Vallières. Il est au courant ? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Nos sources indiquent qu'il est actuellement en réunion dans son domaine. Nous le cueillerons sur place. » Marc sentit un immense soulagement l'envahir. Et pour Lux ? Une fois Vallières appréhendé, son lynx ne sera plus sa priorité. Mais restez vigilant jusqu'à ce que je vous confirme personnellement que tout est réglé. Après avoir raccroché, Marc se tourna vers Lux, qui le regardait fixement, comme s'il comprenait l'importance de cette conversation. « Bientôt terminé, mon grand », lui dit-il doucement. « Bientôt tu seras vraiment libre. » Mais le destin avait d'autres plans. Alors que 15 heures approchaient, Marc perçut un bruit de moteur au loin.
Un véhicule s'engageait sur le chemin forestier menant à son chalet, un chemin qui n'était censé être connu que des services de l'ONF. Alarmé, il s'approcha prudemment de la fenêtre et écarta légèrement le rideau. Un SUV noir rutilant avançait lentement entre les arbres, soulevant un nuage de poussière sur le chemin habituellement si tranquille. Marc saisit immédiatement son téléphone pour alerter Roussel, mais constata avec horreur qu'il n'avait plus de signal. Quelqu'un brouillait les communications. « Merde !» murmura-t-il, la peur nouant son estomac. Luc s'était redressé, soudain alerté, ses oreilles pointées vers la porte, son corps tendu comme un arc. Il avait perçu le danger bien avant l'arrivée du véhicule. Marc évalua rapidement ses options. Fuir par l'arrière du chalet? Impossible avec Lux, qui malgré sa guérison n'était pas en état de traverser la forêt à vive allure. Se barricader, fut-il contre des professionnels? Affronter les intrus? Avec quoi? Son équipement de garde forestier ne comprenait pas d'armes à feu. Le SUV s'arrêta devant le chalet. 3 hommes en descendirent, 2 colosses à l'allure de mercenaires et au milieu, la silhouette élégante d'Édouard Vallière lui-même. « Monsieur Lefebvre » appela-t-il d'une voix mielleuse, « je sais que vous êtes là et je sais aussi ce que vous cachez. Pourquoi ne pas simplifier les choses et nous ouvrir ?» Marc sentit son sang se glacer. Comment Vallière avait-il découvert sa véritable identité? Et comment avait-il trouvé le chalet? Comme en réponse à ces questions silencieuses, une 4e silhouette émergea du SUV. Marc la reconnut immédiatement. Pierre, le soigneur de la clinique. L'homme affichait un sourire contrit, évitant soigneusement de regarder vers le chalet. « Votre ami a été très coopératif, » poursuivit Vallière. Il s'inquiétait pour sa famille. Compréhensible, n'est-ce pas? Marc comprit avec horreur que Pierre avait été contraint de les trahir. Vallière avait probablement menacé ses proches. « J'ai une proposition très simple, » continua Vallière. « Vous me rendez mon bien, ce lynx qui vous fascine tant, et je vous laisse la vie sauve. C'est généreux, vous ne trouvez pas ?» À côté de Marc, Lux s'était aplati au sol, ses oreilles plaquées contre son crâne, une posture défensive qui contrastait avec le comportement docile qu'il avait manifesté jusqu'alors. L'animal avait reconnu la voix de son ancien tortionnaire. Marc prit une décision. Il ne laisserait pas Lux retomber entre les griffes de cet homme. Pas aujourd'hui, pas tant qu'il respirait. Il s'approcha de Lux et s'accroupit à sa hauteur, plongeant son regard dans les yeux dorés du félin. « Fais-moi confiance » murmura-t-il. « Une dernière fois. » Des coups résonnèrent contre la porte du chalet, faisant sursauter Marc. La voix de Vallière s'éleva à nouveau, teintée d'une impatience grandissante. « Monsieur Lefebvre, ma patience a des limites, contrairement à mes ressources. Ouvrez cette porte, ou mes hommes s'en chargeront. » Marc jeta un regard circulaire dans la pièce, cherchant désespérément une issue. Son attention fut attirée par une trappe au plafond, l'accès au grenier. Une idée germa dans son esprit. « Un peu de temps, » murmura-t-il à Lux. « C'est tout ce qu'il nous faut. » D'un mouvement fluide, Marc attrapa son téléphone portable et composa rapidement un SMS à Roussel. Le brouillage empêchait les appels, mais peut-être qu'un message texte passerait dans les interstices du signal. Quelques mots seulement. Vallière Chalet, piégé, SOS. Il appuya sur « Envoyer » sans grande conviction, puis se dirigea vers la trappe. En équilibre précaire sur une chaise, il l'ouvrit et inspecta le grenier. Sombre, poussiéreux, mais avec une petite fenêtre qui pourrait servir d'issue. Un craquement sonore indiqua que la patience de Vallière avait atteint ses limites. Ses hommes s'attaquaient à la porte. Marc revint rapidement vers Lux qui observait la scène avec une tension palpable. Contrairement à ce que Marc aurait pu craindre, le lynx ne montrait aucun signe de panique, juste une vigilance aiguë et une détermination qui faisait écho à la sienne. « Je vais les distraire », expliqua Marc en caressant doucement la tête de Lux. « Quand je t'appellerai, rejoins-moi dans le grenier. » Le lynx le fixa intensément, comme s'il soupesait ses paroles.
Marc n'avait aucun moyen de savoir si l'animal comprenait réellement son plan, mais il n'avait pas d'autre choix que d'espérer. La porte céda dans un fracas de bois brisé. Marc se redressa, faisant face aux intrus avec un calme apparent qui masquait sa terreur intérieure. Vallière entra le premier, impeccable dans son costume sur mesure, une expression de triomphe mêlée de mépris sur son visage. Ces deux hommes de main encadrèrent la porte, l'un tenant visiblement une arme sous sa veste. « Ah, monsieur Lefebvre, ou devrais-je dire, Jean-Philippe Montfort ?» Le sourire de Vallière était glacial. « Quelle performance hier soir, j'y ai presque cru. » Marc garda le silence, évaluant ses options. Derrière lui, Lux s'était fondu dans l'ombre d'un meuble, invisible aux yeux des nouveaux arrivants. « Où est mon lynx ?» demanda Vallière, parcourant la pièce du regard. « Ce n'est pas votre lynx, » répondit Marc, la voix ferme malgré sa peur. « C'est un animal sauvage que vous avez capturé et torturé pour vos jeux malades. » Vallière eut un petit rire sec. « Quel idéalisme touchant! Savez-vous combien de temps et d'argent j'ai investi dans ce spécimen? Il a été élevé spécifiquement pour l'épreuve, conditionné depuis sa naissance pour ce rôle. Il m'appartient autant qu'un cheval de course appartient à son propriétaire. » Un cheval de course n'est pas destiné à l'abattoir pour le plaisir d'un riche client, rétorqua Marc avec dégoût. Question de perspective. Vallière fit un signe à ses hommes. Fouillez le chalet. Trouvez-moi cette bête. Les deux colosses s'avancèrent dans la pièce, ouvrant placards et portes avec brutalité. Marc sentit la sueur perler sur son front. Si Lux restait parfaitement immobile, peut-être ne le remarquerait-il pas immédiatement. Il devait gagner du temps. « L'OFB est en route, » bluffa-t-il. « Ils ont un mandat contre vous. À l'heure qu'il est, vos installations sont probablement déjà sous scellé. » Une ombre d'inquiétude traversa le visage de Vallière, rapidement masqué par son arrogance habituelle. « Vous me prenez pour un amateur ? Mes avocats feront disparaître ce mandat avant même que les agents n'aient fini de le lire. » Il sortit négligemment son téléphone. « D'ailleurs, je n'ai reçu aucune alerte de mes contacts. Votre bluff est pitoyable, Lefebvre. » Un des hommes revint de l'inspection de la chambre. « Rien là-bas, patron. »« Continuez à chercher, » ordonna Vallière. « Cette bestiole ne peut pas s'être volatilisée. » Marc sentit le temps s'écouler avec une lenteur insupportable. Chaque seconde qui passait augmentait les chances que Lux soit découvert, mais augmentait aussi la possibilité que son message soit reçu par Roussel. Soudain, un mouvement dans son dos attira l'attention de Vallière. Ses yeux s'éclairèrent d'une lueur triomphale. « Le voilà, » murmura-t-il, « mon précieux investissement. » Marc se retourna pour voir Lux s'avancer lentement dans la lumière, son pelage roux tacheté luisant doucement dans la pénombre du chalet. Mais ce qui frappa Marc, ce fut l'attitude du félin. Aucune peur, aucune soumission, simplement une dignité calme, presque royale, alors qu'il fixait Vallière de ses yeux dorés. « Fascinant, » commenta Vallière. « Il semble en pleine forme. Notre client sera satisfait. »« Il ne vous suivra pas, » affirma Marc, se plaçant instinctivement entre le lynx et son bourreau. « Oh, mais si, nous avons nos méthodes. » Vallière sortit de sa poche un petit objet métallique qui ressemblait à un sifflet. Conditionnement pavlovien. Un son particulier, inaudible pour l'oreille humaine, mais parfaitement perceptible pour lui, associé depuis son plus jeune âge à la nourriture ou à la douleur. Il porta le sifflet à ses lèvres et souffla. Aucun son ne parvint aux oreilles de Marc, mais la réaction de Lux fut immédiate et déchirante. Le lynx se figea, ses pupilles se dilatant de terreur, un tremblement parcourant tout son corps. « Arrêtez !» cria Marc, faisant un pas vers Vallière. L'un des hommes de main s'interposa, repoussant violemment Marc qui trébucha et s'effondra contre le mur. Le choc lui coupa momentanément le souffle. « Viens ici !» ordonna Vallière au lynx, utilisant à nouveau le sifflet. Marc, le souffle court,
observa avec horreur Lux s'avancer lentement vers Vallière, chaque pas semblant lui coûter un effort immense, comme si une force invisible le tirait contre sa volonté. « Bon garçon », sourit Vallière avec une satisfaction malsaine. « Tu vois, Lefebvre, on ne peut pas effacer des années de conditionnement en quelques jours d'attention gentillette. Cet animal sait qui est son véritable maître. » Lux était maintenant à moins d'1 mètre de Vallière, tremblant visiblement mais incapable de résister à l'ordre conditionné. Marc sentit son cœur se briser en voyant la peur et la souffrance dans les yeux du félin. « Lux !» appela-t-il doucement. « Lux, regarde-moi. » Le lynx tourna légèrement la tête, son regard croisant celui de Marc. Dans cette connexion silencieuse, Marc sentit passer toute la douleur, toute la confusion de l'animal pris entre son conditionnement et la confiance nouvellement établie. « C'est pathétique, » ricana Vallière. « Vous avez vraiment cru pouvoir le sauver. Ces animaux ne sont que des outils, Lefebvre, des produits. Ils n'ont pas d'âme, pas de... » Ce qui se passa ensuite figea tous les présents dans un tableau surréaliste. Lux, soudain, s'assit calmement. Là, à portée de main de Vallière, mais refusant catégoriquement d'avancer davantage. Ses tremblements avaient cessé. Son regard fixé sur Marc était redevenu clair, déterminé. Vallière, incrédule, utilisa à nouveau le sifflet. Plus fort, plus longtemps. Lux ne broncha pas. « Impossible, » murmura Vallière. « Il a été conditionné depuis sa naissance. Il ne peut pas. » « Il choisit, » dit simplement Marc, une fierté indescriptible gonflant sa poitrine. Pour la première fois de sa vie, il choisit librement. La rage déforma les traits de Vallière. « Prenez-le » ordonna-t-il à ses hommes. « Attrapez cette satanée bête !» Les 2 colosses s'avancèrent vers Lux, l'un d'eux sortant un lasso spécialement conçu pour capturer les animaux. Marc voulut intervenir, mais fut brutalement repoussé à nouveau. Ce qui suivit défierait à jamais sa compréhension du monde animal. Au lieu de fuir ou d'attaquer, les 2 réactions naturelles d'un prédateur acculé, Lux resta parfaitement immobile, fixant ses agresseurs avec une intensité troublante. Aucun feulement, aucun grognement d'avertissement, juste cette présence imposante, cette dignité inébranlable. Les hommes hésitèrent, déstabilisés par ce comportement inattendu. Un prédateur qui ne cherche ni à fuir ni à combattre contredit tous les instincts humains. « Qu'attendez-vous » s'impatienta Vallière. « Ce n'est qu'un animal. » L'un des hommes s'approcha davantage, lasso tendu. Lux ne bougea pas d'un poil, maintenant son regard calme, presque compatissant. « Il refuse de riposter » murmura Marc, aussi stupéfait qu'admiratif. Il choisit de ne pas être ce qu'ils ont voulu faire de lui. C'est alors qu'un bruit de moteur se fit entendre à l'extérieur, suivi de voix fortes et d'ordres criés. Le visage de Vallière se décomposa en reconnaissant le son caractéristique des sirènes de police. « Les agents de l'OFB », annonça Marc avec un sourire soulagé. Il semblerait que mon bluff n'en était pas un finalement. La porte du chalet s'ouvrit à la volée et une dizaine d'agents en uniforme de l'OFB firent irruption, armes au poing. Roussel était à leur tête, son costume élégant de la veille remplacé par une tenue tactique. « Édouard Vallière », annonça-t-il d'une voix claire et autoritaire, « vous êtes en état d'arrestation pour trafic d'espèces protégées, organisation de chasse illégale et tentative d'intimidation sur un agent de l'État. » Le visage de Vallière passa de la stupéfaction à la fureur, puis se recomposa rapidement en un masque d'indifférence hautaine. « C'est ridicule, » répliqua-t-il. « Mes avocats feront annuler cette procédure avant même que vous n'ayez fini de remplir la paperasse. »« J'en doute, » sourit Roussel. « À l'heure où nous parlons, vos installations sont perquisitionnées, vos serveurs saisis, et 7 de vos collaborateurs déjà en garde à vue, sans compter les preuves que nous avons recueillies hier soir. » Il tapota sa chevalière. « Cette petite merveille a capturé toute votre confession concernant les épreuves, très photogénique d'ailleurs.
Tandis que les agents menottaient Vallière et ses hommes, Roussel s'approcha de Marc. « Votre message est passé de justesse. Un mot tronqué, mais suffisant pour comprendre l'urgence. »« Vous êtes arrivé juste à temps, » répondit Marc, la voix encore tremblante d'adrénaline. « Et le lynx ?» demanda Roussel, cherchant l'animal des yeux. Marc se tourna vers l'endroit où Lux se tenait quelques instants plus tôt, mais le félin s'était discrètement retiré dans un coin ombragé de la pièce, observant la scène avec une prudence compréhensible face à cette soudaine invasion humaine. « Il va bien », assura Marc. « Il est extraordinaire. » Alors que Vallière était escorté vers la sortie, il s'arrêta brusquement devant Marc, son visage déformé par une haine viscérale. « Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait, » siffla-t-il. « Ces animaux n'existent que pour servir notre plaisir, notre besoin de conquête. C'est l'ordre naturel des choses. » Marc soutint son regard sans ciller. « L'ordre naturel. Je crois que Lux vient de vous montrer ce qu'est réellement la noblesse sauvage, et ce n'est certainement pas ce que vous en avez fait. » Vallière fut entraîné dehors, ses protestations se perdant dans le bourdonnement des activités. Marc resta immobile un instant, assimilant le fait que le cauchemar était enfin terminé. Puis il se tourna vers le coin où Lux s'était réfugié. « C'est fini, » murmura-t-il doucement. « Il ne te fera plus jamais de mal. » Comme s'il comprenait ses paroles, Lux s'avança lentement dans la lumière. Son regard croisa celui de Marc, et dans cette connexion silencieuse passa quelque chose d'indéfinissable, une reconnaissance mutuelle peut-être, entre deux êtres qui avaient traversé ensemble une épreuve extraordinaire. Roussel observa cet échange avec une fascination non dissimulée. « J'ai vu beaucoup de choses dans ma carrière, » commenta-t-il, « mais jamais une telle complicité entre un humain et un prédateur sauvage. » « Il n'est pas ordinaire, » répondit simplement Marc. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. L'opération contre le réseau de Vallière s'avéra être l'un des plus grands coups de filet dans l'histoire de la lutte contre le trafic d'espèces protégées en Europe. Des dizaines d'arrestations dans 6 pays différents, la saisie de centaines d'animaux détenus illégalement et la découverte de documents compromettant plusieurs personnalités de premier plan. Marc fut longuement interrogé, son témoignage constituant une pièce maîtresse du dossier d'accusation. Sophie fut également entendue, apportant son expertise vétérinaire pour documenter les mauvais traitements infligés à Lux et aux autres animaux récupérés lors des perquisitions. Pendant ce temps, Lux fut temporairement hébergé au centre de réhabilitation de la faune sauvage des Cévennes, où Sophie supervisait personnellement ses soins. Sa blessure était maintenant complètement cicatrisée, ne laissant qu'une fine ligne rose sur son flanc, qui disparaîtrait avec le temps. Mais la question qui préoccupait Marc, qui revenait le hanter chaque nuit, était celle de l'avenir de Lux. Que faire d'un lynx né en captivité, élevé par des humains, mais destiné par sa nature à une vie sauvage? Un animal trop confiant envers l'homme pour être simplement relâché, mais trop sauvage dans son essence pour vivre en captivité permanente? 3 semaines après l'arrestation de Vallière, Marc fut convoqué à une réunion au siège régional de l'OFB. Autour de la table se trouvait Roussel, désormais promu à la tête de la division antitrafic, Sophie dans son rôle d'experte vétérinaire, et plusieurs responsables de la conservation de la faune sauvage. Nous avons examiné toutes les options concernant le spécimen de lynx boréal récupéré lors de l'opération Vallière, commença le directeur régional, un homme aux tempes grisonnantes et à l'expression sévère. Et nous sommes confrontés à un dilemme. Marc sentit son cœur se serrer. Il redoutait ce moment depuis des semaines. D'un côté, poursuivit le directeur, cet animal présente un comportement atypique qui complique sa réintroduction dans la nature. Sa familiarité avec les humains le rend vulnérable au braconnage et pourrait créer des situations dangereuses s'il approchait des habitations. Des hochements de tête approbateurs autour de la table. Marc serra les poings sous la table, anticipant la conclusion.
D'un autre côté, continua le directeur, le maintenir en captivité permanente serait problématique, étant donné son histoire et ses instincts naturels. Il y a une troisième voie, intervint soudain Roussel. Tous les regards se tournèrent vers lui. Le programme expérimental de réhabilitation progressive des Pyrénées. Marc connaissait ce programme controversé. Lancé 2 ans plus tôt, il visait à réhabiliter progressivement des prédateurs saisis lors d'opérations anti-trafic, en les maintenant dans de vastes enclos semi-naturels, tout en réduisant graduellement le contact humain. L'objectif final était une réintroduction dans des zones spécialement sélectionnées, sous surveillance discrète. C'est une option, admit le directeur, mais elle nécessiterait un accompagnement spécifique. Quelqu'un qui connaît cet animal, ses comportements, ses réactions. Tous les regards convergèrent vers Marc. « Moi » balbutia-t-il, pris au dépourvu. « Vous êtes le mieux placé » confirma Roussel. « Votre lien avec cet animal est unique. Nous pourrions vous détacher temporairement auprès du programme, le temps nécessaire à sa transition. » Marc sentit un mélange d'émotions contradictoires l'envahir. L'espoir que Lux puisse retrouver une forme de liberté. L'appréhension face à un processus qui serait nécessairement long et incertain. Et il devait se l'avouer, la crainte égoïste de devoir finalement se séparer de cet être extraordinaire qui avait bouleversé sa vie. « J'accepte », dit-il finalement, sachant au fond de lui que c'était la seule décision possible. Pour Lux, le transfert vers le centre pyrénéen eut lieu 1 semaine plus tard. Marc conduisit lui-même le véhicule spécialement aménagé, avec Sophie à ses côtés pour surveiller Lux pendant le voyage. Le lynx, contrairement à ce qu'ils avaient redouté, demeura calme durant tout le trajet, comme s'il comprenait qu'une nouvelle phase de sa vie commençait. Le centre de réhabilitation était situé dans une vallée isolée, entourée de forêts denses et de falaises abruptes, un habitat naturel idéal pour les lynx. Les enclos, conçus pour ressembler au maximum à l'environnement sauvage, s'étendaient sur plusieurs hectares, permettant aux animaux de développer leurs instincts de chasse et de territoire. L'adaptation de Lux fut remarquable. Dès son introduction dans son nouvel espace, il l'explora méthodiquement, testant chaque recoin, chaque possibilité. Les soigneurs notèrent avec surprise sa capacité à chasser les petites proies relâchées dans l'enclos, un comportement qui n'aurait pas dû être inné pour un animal né en captivité. « C'est comme s'il avait toujours su comment être un vrai lynx », commenta Sophie lors d'une de ses visites de suivi. Il avait juste besoin d'une chance de l'exprimer. Marc, qui partageait désormais son temps entre ses fonctions de garde forestier et le programme de réhabilitation, passait de longues heures à observer Lux à distance, notant chaque progrès, chaque nouveau comportement. Progressivement, selon le protocole établi, il réduisait sa présence, permettant au félin de redévelopper une saine méfiance envers les humains. Ce fut le plus difficile. Voir Lux s'éloigner peu à peu, le regarder devenir plus sauvage, plus indépendant, était à la fois une victoire et un déchirement. 6 mois passèrent ainsi. L'hiver céda la place au printemps, puis à l'été. Lux était maintenant méconnaissable par rapport au lynx blessé et terrifié trouvé sur cette route pluvieuse. Son pelage avait retrouvé tout son éclat, ses muscles s'étaient développés et son regard était celui d'un véritable prédateur sauvage, confiant et libre. Le jour de la libération finale arriva par une aube claire de septembre. Une petite équipe seulement était présente. Marc, Sophie, Roussel et 2 techniciens du programme. Lux, équipé d'un discret collier émetteur pour suivre ses déplacements, attendait dans une cage de transport à l'orée d'une forêt dense à plus de 100 km de toute habitation humaine. « C'est le moment », dit doucement Sophie, la voix légèrement tremblante d'émotion. Marc s'approcha une dernière fois de la cage. Lux le fixa de ses yeux dorés sans peur ni soumission.
Juste cette intelligence profonde qui l'avait frappé dès leur première rencontre. « Sois libre », murmura Marc. « Sois ce que tu étais destiné à être. » D'un geste décidé, il ouvrit la cage. Lux resta immobile un instant, scrutant l'immensité verte qui s'offrait à lui. Puis, sans un regard en arrière, il bondit hors de la cage et disparut en quelques secondes dans les sous-bois, tel un fantôme roux se fondant dans son élément naturel. Marc resta longtemps immobile, fixant l'endroit où Lux avait disparu. Une main se posa doucement sur son épaule, celle de Sophie. « Tu as fait ce qu'il fallait, » dit-elle avec douceur. « Il est libre maintenant. »« Je sais, » répondit Marc, souriant malgré l'émotion qui lui serrait la gorge. « C'est juste que... qu'il va te manquer, » compléta-t-elle. « C'est normal. Vous avez partagé quelque chose de rare. » Dans les mois qui suivirent, Marc suivit religieusement les données du collier émetteur. Lux se déplaçait comme devait le faire un lynx sauvage, établissant un territoire, chassant efficacement, évitant les zones habitées. Le programme était un succès au-delà de toutes les espérances. Un an jour pour jour après la libération, Marc obtint l'autorisation exceptionnelle de vérifier visuellement l'état de Lux. Guidé par le signal du collier, il s'enfonça seul dans la forêt montagneuse, marchant des heures durant jusqu'à atteindre une crête rocheuse surplombant une vallée sauvage. Et c'est là qu'il le vit. À distance, immobile sur un rocher en contrebas, Lux observait son domaine. Majestueux, parfaitement à sa place dans ce paysage primordial. Marc retint son souffle, n'osant faire le moindre mouvement qui trahirait sa présence. Pourtant, comme guidé par un sixième sens, Lux tourna lentement la tête vers lui. Leurs regards se croisèrent à travers la distance, un instant suspendu dans le temps. Pas de peur, pas de reconnaissance. Juste un bref échange entre deux êtres qui avaient partagé un bout de chemin avant de suivre leur destinée séparée. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, Lux disparut dans les ombres de la forêt, redevenu ce qu'il aurait toujours dû être, une créature libre, sauvage et insaisissable. Marc sourit à travers les larmes qui lui brouillaient la vue. Le miracle n'était pas que Lux ait survécu à sa blessure, ni même qu'il ait échappé à ses tortionnaires. Le véritable miracle était qu'après tout ce qu'il avait subi aux mains des hommes, ce lynx extraordinaire ait choisi, face à la violence, non pas de riposter, mais de faire confiance, une dernière fois. Et cette confiance avait changé leurs deux vies à jamais,